Murabaha Musharakat Takaful Soukouk, si ça ne vous dit absolument rien, ce qui m'étonnerait parce que vous suivez souvent cette émission, eh bien vous comprendrez qu'on va parler de finances participatives. Aujourd'hui, on fait le point, on l'avait dit en début d'année que ça serait l'année de la finance participative. Certains d'entre vous ont déjà dû aller visiter ou alors se renseigner pour auprès des nouvelles banques qui ont ouvert, qui ont ouvert auprès des nouvelles filiales. On fait un point là-dessus aujourd'hui avec Abdelrahman Lahlou, spécial finance participative. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes jeudi et nous sommes en direct pour cette 4e émission de cette 6e saison pour moi des Experts. Ravi de vous retrouver tous les jours, comme d'habitude, entre 10h et midi. Et puis pour répondre à toutes vos questions, 05 22 95 36 70 ou 80 ou sur la page Facebook des Experts. Vous avez été nombreux à nous transmettre votre bonheur de retrouver notamment hier notre expert Younes Saïr. C'est une vraie star, ce Younes Saïr, quand il arrive à la radio, bien évidemment avec sa bonne humeur pour parler d'assurance et de prévention. Hier, tous les experts que nous recevons, et vous verrez, il y en aura d'autres qui vont arriver au cours de cette saison. Et comme je l'ai dit en début de semaine, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de pain sur la planche. Alors, on peut le prendre de deux manières. Soit on se dit que on n'arrive pas à régler les problèmes et que ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Pour beaucoup, c'est le cas, malheureusement. Et d'autre part, pour nous, ça nous fait du boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est toujours là pour essayer de répondre à vos questions et d'essayer d'attirer votre attention et de vous apporter des solutions les plus pragmatiques. Ça, ce sont les experts. Aujourd'hui, un sujet qui vous intéresse, ça on le sait. À chaque fois que nous on parle de finances participatives dans cette émission, vous êtes nombreux à appeler, donc n'hésitez pas. 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Abdelrahman Lahlou. Comment ça va, c'est Abdelrahman ? Excellent. Tout va bien ? Tout va très bien. Alors, expert en finance participative, directeur général du cabinet Abweb, vous êtes expert en éducation formation, expert en finance participative, vous avez ces deux casquettes, voilà. Alors vous venez souvent dans les décodeurs et puis vous venez dans cette émission et parce qu'on a besoin de vos lumières à chaque fois et surtout essayez de répondre aux questions concrètes des gens, notamment. Alors l'éducation, on en parlera alors on a décidé dans les experts de parler d'éducation très très souvent. Ça sera dans les prochaines émissions, on va en parler très très souvent parce que je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier. Je crois que c'est aussi important que la finance, n'est-ce pas ? Ah non, mais c'est beaucoup plus important pour moi, c'est beaucoup plus important et pour beaucoup de nos concitoyens et des gens qui nous écoutent. J'espère que ça sera le cas également pour nos gouvernants. Non, mais qu'un jour, on se mette à s'occuper de l'éducation comme on s'occupe si bien de la finance. Voilà, mais c'est ça le problème. Et justement, nous, on est là pour essayer d'éveiller les consciences, alors avec toute humilité et toute proportion gardée, bien évidemment. Mais ce qu'on disait avec notre constat avec tous les experts, quel que soit le sujet que l'on traite dans les experts et quels que soient les mots MAUX et les problèmes que l'on rencontre, ça vient à une seule composante. Alors je dis bien que ça soit le management lorsqu'on parle de droit du travail le lundi, que ça soit les problèmes d'immobilier, de relations avec vos promoteurs, que ça soit les accidents de la circulation, la prévention, ça vient à quoi tout ça ? Eh bien, ça vient à l'éducation, éducation. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça sera du mercurochrome sur une jambe de bois, des pansements sur une jambe de bois pour régler les symptômes, mais jamais la maladie en elle-même. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire, pour vous annoncer au cours de l'année, on en parlera très souvent de l'éducation et pas de diagnostic. On en a marre des diagnostics, on veut les solutions. Les diagnostics qui sont faits, on est bien d'accord. Tout à fait. Bon, alors ça c'est votre autre volet, mais là on parle de finances participatives aujourd'hui. Alors c'est vrai que on fait ça à la rentrée. Ça va nous permettre de redémarrer, de revenir. Alors les notions de base, on les a souvent répétées. Par contre, le concret, là, on commence à venir dans le concret, c'est-à-dire on met les mains dans le moteur. Vous avez des agréments qui ont été donnés, les banques se sont déclarées, ont ouvert. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou de futurs clients qui sont allés dans les agences, qui ont dû aller se renseigner pour essayer de faire un comparatif, pour essayer de comprendre les offres aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on avait fait avant de partir en congé, on avait décidé de faire passer toutes les banques qui avaient les directeurs et les managers de banque. On en a fait passer 3. Aujourd'hui, combien sont en activité aujourd'hui de manière claire ? Alors, il y a 8 opérateurs qui ont été autorisés.
Ceux qui ont été, disons, les pionniers, bien entendu, tout le monde cite Omnia Bank, filiale du CIH et de la QIIB. Et celle-ci donc a été véritablement the first mover. Ça a soulevé quelques, disons, remarques, mais bon, ils sont là, ils sont ouverts. Les remarques, c'est parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient mis la charrue avant les bœufs. Hein, oui, mais réglementairement, ils étaient tout à fait OK. Oui, ça a peut-être un petit peu irrité la Banque centrale qui a réagi, mais c'est pas allé au-delà. Je pense qu'ils ont assumé les inconvénients de toute ouverture précoce et ils en étaient conscients. Puis ensuite, Safa Bank a suivi. Ensuite, Al Yusr, il y a juste quelques semaines, filiale du groupe BCP, filiale du groupe BCP et de Guidance. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, donc petit à petit, les autres s'apprêtent à ouvrir. Je pense que Dar al-Aman a effectivement la semaine dernière aussi ouvert ses portes, mais là c'est entre soft opening et ouverture officielle. Il y en a à peu près aujourd'hui la moitié qui sont en service. Alors certains ont déjà ouvert des comptes. Hier, on a eu droit à la première information. Oui. Alios sera déjà 100 clients, sans compte ouvert. Je ne doute pas que Safa Bank, qui est en fait une conversion de Dar Safa ancienne, a dû certainement faire basculer une grande partie de ses comptes de la société de financement anciennement existante à la banque réellement agréée et listée aujourd'hui. Et donc, finalement, il n'y a pas que la rentrée éducative, il n'y a pas que la rentrée politique. Peut-être qu'il y a aussi une rentrée médiatique, mais il y a la rentrée de la finance participative. Il y a une rentrée politique ? Il y a une rentrée politique ? Écoutez, oui, il y a eu des échos, il y a eu des bruits. Il y a eu des bruits, effectivement. Mais bon, il y a quand même eu le bilan de 100 jours du gouvernement. Et ça, bon, si c'est pas de la politique. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, bien évidemment. Alors, nous, on pose des questions très concrètes lorsque j'ai eu les directeurs des banques participatives. À chacun, je leur ai posé les mêmes questions. Si, ils étaient vraiment prêts, alors que ça soit d'un point de vue réglementaire, on a bien vu que c'était en partie, parce qu'on attend toujours les tzakafoul. Ça, c'est quand même un point extrêmement important pour pouvoir, entre guillemets, garantir pas les prêts, mais les financements, puisqu'on parle pas de prêts dans le cadre de la finance participative. J'appelle vraiment les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui avaient l'habitude d'intervenir sur la finance participative, ceux qui sont allés se renseigner. Je sais que vous avez été nombreux quand même à aller vous renseigner auprès de ces nouvelles filiales, de ces nouvelles banques, pour avoir un son de cloche, essayer de vous dire qu'est-ce que ça va vous coûter finalement de passer vers un compte en finance participative ou un financement dans le cadre de ces banques-là. N'hésitez pas à nous appeler, 05 22 95 36 70 ou 80. Vous réagissez sur la page Facebook des experts. On a vraiment envie d'avoir votre son de cloche et de voir de quelle manière vous percevez cette nouvelle offre. Parce que on revient tout le temps sur la dernière étude publique qui date d'il y a quelques années sur la propension des Marocains à vouloir accéder à la finance participative. On avait un chiffre de 98% à l'époque de gens qui voulaient aller basculer vers la finance participative. Mais on s'est bien rendu compte que le niveau de connaissance technique du fonctionnement n'était pas, on va dire, assez important, assez suffisant pour avoir une réelle vision de ce qu'on allait avoir avec la finance participative. Aujourd'hui, j'imagine qu'on aurait une tendance différente. Chaque banque a fait ses études en particulier, mais aujourd'hui, est-ce que avec toutes les émissions qu'on a faites, on a fait vraiment plusieurs, et je voyais les réactions des gens qui, avec tout le temps cette comparatif entre le halal et le non halal, qui est en fait un faux débat, bien évidemment, entre le halal et le non halal, mais c'est une perception qu'il faut prendre en considération, et surtout le coût. Parce qu'à un moment donné, il y a au-delà de soit l'idéologie, des croyances, des convictions, le coût est aussi extrêmement important. Et donc là, la segmentation en termes de clientèle, elle va être extrêmement importante et un gros travail pour le marketing des banques. Vous avez cité les enquêtes sur l'appétence de la population potentiellement cliente à la banque participative. Alors c'est vrai que pour les particuliers, des enquêtes anciennes, sans en citer le nom, avaient débouché sur des chiffres mirobolants. Mais ça, bon, on a tout dit là-dessus. Mais notamment, on a posé la question de manière, disons, très simple et très alléchante. Quand vous allez voir un enfant qui aime les bonbons, vous lui dites, vous voulez un bonbon, ça ne m'étonne pas que 98%, sinon plus, c'est ça,
vous disent oui. Oui. Donc les gens sont affinitairement liés à ça. Donc il fallait peut-être faire un peu plus de détails. Mais par la suite, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a eu une seconde enquête qui cette fois-ci s'est adressée aux entreprises. Et là, riche des enseignements de la première enquête, les enquêteurs ont posé la question à 1300 entreprises qui, elles, ont répondu en connaissance de cause. Parce qu'il y a un gros échantillon. 1300 entreprises, c'est un gros échantillon. Parce que 800 d'entre elles ont répondu. Il y avait donc des questions très précises et un descriptif des produits. Oui. Plus que cela, les tenants et les aboutissants, les risques que ça comportait. Oui. Par exemple, quand on parlait à ces entreprises via les questionnaires de la Musharaka Moudaraba, on leur disait: est-ce que vous êtes prêts à dévoiler vos comptes, vos clients et vos chiffres pour un financement de partage de pertes et de profits, parce qu'il faut que ce soit transparent. Absolument. Donc, informés comme ils étaient, ils ont quand même répondu que 58% des gens qui ne recouraient pas au financement bancaire le faisaient pour des raisons de conviction, pour des raisons, disons, qui sont convaincus qu'ils n'iront pas vers des financements intérêts. Quand on croise cela avec un chiffre national qui est que 40% des entreprises ne recourent pas au financement bancaire tout court. Donc les 58% des 40% donnent à peu près un chiffre assez sérieux de 24,5% d'entreprises qui aujourd'hui, si elles ont une offre correcte, iraient vers la finance participative. Donc ça, c'est un chiffre un peu plus... mais c'est un chiffre très intéressant et qui surtout est pragmatique et cartésien. Donc on pourrait dire un quart des entreprises. Bon, après, j'imagine qu'il y a une segmentation entre les petites entreprises. Absolument. Et il doit y avoir, si on fait des tri croisés à l'intérieur. Le donne, des tri croisés, non seulement la taille des entreprises et son chiffre d'affaires, mais qui d'entre eux va y aller? Ceux qui sont déjà bancarisés, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui recourent déjà à des financements, disons, à l'international ou pas, ceux qui ont, disons, une attitude et un comportement bancaire tel et tel. Donc il y a véritablement de bons croisements. C'est Abouab qui a fait cette enquête, mais donc on saisira peut-être d'autres occasions pour en parler. Mais, le grand mais, vous en avez parlé, Faisal, il y a le côté que vous avez exprimé, halal haram, disons conformité charia. Au Maroc, on parle de conformité charia et toutes les banques en conviennent. Mais il y a d'autres côtés. Il y a le coût, et vous l'avez cité. Alors, non, mais ça, c'est les banques qui en conviennent. Ça, c'est tous les experts qui essayent de convaincre les gens en disant mais c'est charia compliant, donc il n'y a aucun souci. Mais les gens, particularité mais la perception, il faudra les éduquer. Ah ben oui. Il faudra de l'éducation financière pour qu'aujourd'hui, on ne rue pas dans les brancards. En tant que client, on rentre dans ce secteur en parlant de conformité charia ou de non-conformité charia et on s'en arrête là. Parce que si l'idéologie s'en mêle, si l'affectif s'en mêle... C'est une réalité. Je pense que petit à petit, quand même, le Marocain est quand même éducable quand on prend le soin de l'éduquer. Je pense qu'avec le temps, si les banques font une bonne campagne institutionnelle, surtout, si nous, en tant qu'experts et observateurs du secteur, on arrive à faire évoluer les gens vers un secteur économique, qui est celui de la banque participative, qui répond à des besoins économiques, et qu'on y va par utilité, pour ne pas dire intérêt, pas jouer sur les mots, et qu'on y va par utilité, on peut se conformer dans quelques années à une situation où on va dans une banque Sharia compliant et on ira comme on ira dans un autre segment, une banque non Sharia compliant. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais alors justement, le débat utilité-intérêt, je vous arrête là-dessus parce que ça aussi, c'est une question que je pose à chaque directeur de banque et je les sens gênés à chaque fois pour me répondre. C'est aujourd'hui, vous parlez d'utilité. VS intérêt, l'utilité aujourd'hui de la banque participative, et souvent je pose tout le temps cette question entre Musharaka et le Moudaraba. On est bien d'accord. Pourquoi vous commencez par ces deux produits? Parce que on ne verra pas encore pour le moment. Justement. Le principe même aujourd'hui, lorsqu'on parle de finance participative, de l'idée sous-jacente de la finance participative, c'est le partage. Pour moi, c'est la Musharaka. C'est-à-dire qu'en gros, ça pourrait, là en termes d'utilité, ça s'apparente à du capital risque, donc aider des petites entreprises à avoir accès à un financement, de partager le risque, etc. Aujourd'hui, on a vu l'expérience en Malaisie, dans d'autres pays qui sont les hauts lieux de la finance participative, où on est allé systématiquement vers de la murabaha, c'est-à-dire qu'en gros, on fait une marge, on vous vend un bien, basta, peu importe le... Pourquoi? Non, c'est pas pourquoi, c'est pourquoi. Il y a une question de pognon derrière, on peut bien le comprendre. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité pour orienter ou que certaines de filiales se disent attendez, moi je vais jouer un rôle, je vais orienter ou avoir un quota de Musharaka pour vraiment jouer ce rôle-là d'utilité? Je pense que ça viendra. Ça ne pourrait que venir parce que tout le milieu professionnel de la banque participative au Maroc est sensible à cela, y compris les directeurs de banque. Ceci dit, il y a des contraintes objectives.
Aujourd'hui, personne, même la banque, excusez-moi le terme, ne cracherait sur une affaire, sur un financement qui rapporterait à la banque la moitié ou le tiers des bénéfices engrangés par l'entreprise financée. Bien entendu. Au lieu d'avoir une portion incongrue de 6% du financement, faisons l'hypothèse que le financement couvre toute l'affaire. Oui. Faisons cette hypothèse. Au lieu d'avoir un 6% de ce financement sur 3 ans, eh bien, imaginez qu'on ait la moitié, ça peut être le cas, ou 40%, de tout le bénéfice dégagé par ce projet. Personne ne refuserait ça. Maintenant, il y a des contraintes objectives. Une banque n'irait pas vers ça parce que le partenaire n'est peut-être pas encore aujourd'hui mûr pour pouvoir dévoiler tous ces chiffres, même s'il le prétend, pour pouvoir partager réellement et avoir la volonté de partage, parce que la participation est un jeu, disons, où l'un gagne ce que perd l'autre à la marge. C'est-à-dire que si moi je rentre en tant que client dans un financement avec la banque ou la banque partage avec moi, je suis gêné lorsque mes pronostics se révèlent vrais. Lorsque je gagne véritablement beaucoup d'argent, je le partage avec la banque, je suis dans la gêne, et si j'ai un comportement qui n'est pas tout à fait éthique, je vais essayer d'enrayer cette tendance de partage. Aujourd'hui, l'opérateur économique, l'industriel ou le commerçant marocain, tout comme le commerçant malaisien, et tout comme dans les pays en voie de développement ou sous-développés, n'est pas éduqué à la transparence. Et on le sait depuis les indépendances, depuis les économies modernes, lorsqu'elles sont venues dans nos pays avec le fisc. Avec le fisc, par exemple, il y a un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre d'entreprises qui jouent le jeu du double bilan pour cacher des résultats. Eh bien, ça peut continuer comme cela, même avec la banque, même si la banque est l'apporteur de financement et pas le ponctionneur de financement. Donc les banques fuient un petit peu mais je vais vous poser une question très naïve et très, utopique. On parle d'éthique, on parle de finance participative, avec une notion d'éthique sous-jacente à la finance participative ou à la finance islamique. Du moins, je l'espère, en tout cas, de la vision que je peux avoir, entre guillemets, de la religion, c'est-à-dire l'éthique et le participatif. L'éthique prime, c'est une certitude. Payer ses impôts fait partie... Absolument. Bon, on est bien d'accord. Est-ce que... cet argument va être suffisant pour ramener dans le radar des entreprises qui n'ont jamais payé soit qui n'ont jamais payé d'impôts, ou soit qui font tout pour y échapper. Je vous laisse y réfléchir parce qu'on a le flash info 10h30, même si je connais votre réponse. Mais enfin, j'ai une idée de votre réponse. Je vais peut-être vous surprendre. Ah oui, j'espère. 10h30. On va vers le flash info de 10h30 avec Karim Drané. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80. Vous réagissez sur la page Facebook des experts. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. De retour sur le plateau des experts, et je peux vous dire que quand il y a Abdelrahman sur l'Ahlo sur le plateau, on discute pendant toutes les pauses, et puis ça va dans tous les sens, et c'est génial. Voilà, ça nous permet de débattre. Si vous trouvez ça génial, c'est très bien. Bien sûr, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. 10h39 dans les experts, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On parle de finance participative avec Abdelrahman L'Ahlo qui est expert en finance participative, en plus d'être expert en éducation et formation et directeur général du cabinet Abweb. Alors on a Oussama au bout du fil. Bonjour Oussama. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors on vous écoute. Je voudrais partager avec vous une petite expérience. Oui. Avec les banques participatives et une modeste réflexion, si vous permettez. Allez-y, on vous écoute. Moi, j'étais une personne qui est assoiffée de la banque participative. J'avais certes mon compte bancaire dans une banque conventionnelle, mais j'attendais avec impatience l'ouverture des banques participatives. Oui. Donc, j'ai contacté les deux banques qui se sont installées en premier lieu. Donc, l'une a été plus accrochante sur le plan commercial, avec déjà une proximité par rapport à mon lieu de travail et des frais de tenue de compte gratuits. Et en plus, il restait jusqu'à 19h, ce qui est très flexible pour une banque. D'accord. J'ai ouvert un compte, c'est à 0 frais actuellement, on n'utilise pas de carte bancaire. Je pense que le service il est assez basique pour l'instant parce qu'ils sont loin des niveaux de service que présentent les banques conventionnelles en termes de gestion de comptes sur site web et tous les autres services, aussi en termes d'implantation géographique, mais ça va venir. Je pense que c'est des petits bébés qui sont en train de grandir doucement, mais ça va venir. Donc, je pense que
les premières ont eu une longueur d'avance. Mais, et là je passe vers ma réflexion, les Marocains, c'est vrai qu'ils se disent qu'ils préféraient aller vers la banque participative, et je pense que les résultats de l'enquête de Abouab l'avaient confirmé, mais quand on est face à la réalité, des gens qui me demandaient, étant un modeste connaisseur de la finance participative, sur l'aspect, est-ce que c'est licite, les nouveaux financements et tout, mais bizarrement, ils ne se sont pas précipités pour ouvrir leur compte pour les banques participatives. Ils attendent, ils vérifient, ils checkent les coûts. Donc finalement, à côté de l'aspect éthique et conviction, le volet coût reste très important. Une autre chose rapidement, c'est par rapport à la tendance vers le Mudaraba et le Musharaka. Oui. Moi, avec un ami, on voulait tester cette Mudaraba il y a 2 ou 3 ans avec deux amis qui étaient soi-disant des gens qui n'avaient pas recours à la banque. Oui. Donc on leur avait prêté une somme d'argent à titre de Mudaraba. C'était une petite somme. Mais ces gens qui ne recouraient pas à la banque se sont refusés de nous rembourser ces modestes montants, malheureusement. Ouais. Bah voilà. Et donc ça reste des financements qui sont très risqués, et donc je comprends parfaitement les positions des banques d'aller plus vers les financements qui sont plus sûrs. Il y a les fonds d'investissement. Je pourrais jamais être d'accord avec ça. Mais bon, c'est votre avis, hein, bien évidemment. Non, par contre, les banques participatives pourraient créer des filiales spécialisées en capital risque et qui n'ont pas les mêmes conditions et les mêmes contraintes imposées par la Banque centrale concernant la gestion des risques, parce que sinon ils vont bousiller leur bilan avec tous les impayés qu'ils auront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sama, pour le partage de votre expérience et aussi votre vision des choses. Alors, juste pour réagir par rapport à ce que vient de dire. Dans le sens de ce que vous disiez avant la pause musique. Oui. L'éthique des opérateurs. Oui, alors l'éthique des opérateurs, mais surtout l'éthique des clients aussi. C'est-à-dire que la conception, est-ce qu'elle est importante? J'entendais les clients. Ouais. J'entendais les clients, ceux à qui on va avoir affaire. Alors, avant qu'on parle de ça, juste le premier point qui est très clair. Voilà, Oussama est allé dans cette banque, dans cette agence. Il n'y a pas encore de carte bancaire, donc. Si, mais si vous utilisez la carte bancaire, vous avez des frais. Si vous l'utilisez pas, c'est 0 frais. D'accord, mais ce qu'il a dit. Alors bon, et d'après sa perception, il dit ce sont des services encore qui sont très basiques. Moi, c'est ma question, elle est là-dessus. Et aujourd'hui, en 2017, avec toute la ruée vers le digital qu'on voit sur les banques classiques, avec la digitalisation, avec toute cette transformation digitale à laquelle on est en train d'assister, est-ce que c'est vraiment une réflexion? Est-ce que c'est un bon choix de démarrer sans être inséré totalement dans la tendance actuelle et d'avoir des produits qui sont très basiques d'un point de vue bancaire? Moi, j'ai compris que la basicité des produits voulait dire que nous n'avons que l'ouverture de compte aujourd'hui, que nous n'avions pas encore les financements. Maintenant, sur le plan des fintech, moi, ce que je sais des préparatifs de l'ensemble des banques, mais alors vraiment les 8, parce que ça coule de source, c'est que leur système d'information ont tous prévu le minimum de fintech au niveau de la relation client, par rapport au virement électronique, par rapport à la gestion électronique des comptes. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne citerai pas son nom, mais l'une des banques déjà actives ouvre des comptes électroniquement sans même voir le client. Et il vient tout à fait en fin de course à l'agence et lui propose même l'agence proche de son lieu d'habitation. Les fintech, on ne pourra pas les éviter. Et je pense que toutes les banques en sont conscientes. Moi, il me semble qu'elles ont même plus d'avantages que les banques conventionnelles. Parce qu'elles sont de taille humaine, comme on dit, elles sont plus agiles, plus petites. Secondo, les grandes banques auront plus de difficultés de se convertir et de se digitaliser qu'une banque naissante. Ça, c'est traditionnel, c'est vrai pour une industrie, pour une école, pour une banque. Donc, elles ont véritablement intérêt à avoir cet avantage compétitif, de pouvoir
investir les fintech et s'investir dans les fintech. Et surtout que ce n'est pas sorcier. C'est des choses qui sont aujourd'hui tout à fait maîtrisables. Oui. Et je pense pas qu'il y ait d'inquiétude là-dessus. Là où il y a disons un véritable sujet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on va s'orienter assez rapidement vers les produits participatifs ou les produits de participation qui sont la Musharaka et la Mudaraba, ou est-ce qu'on va se confiner pour un instant, un moment, aux produits de dette? La réalité, il faut être pragmatique. Nous avions conclu tout à l'heure ensemble en discutant que l'objectif serait le financement de participation, parce qu'il y a un partage, parce qu'il y a l'encouragement de l'entreprise à aller de l'avant et à investir. Ou du moins qu'on y consacre une partie. Parce qu'il y a l'accompagnement professionnel par la banque d'un client qui peut-être est un peu frileux ou pas tout à fait connaisseur, c'est évident. Maintenant, au départ, et si les banques dans le monde ont aujourd'hui 75 à 80% de leurs actifs dans les produits de dette, c'est que le produit de dette est plus maîtrisable par rapport à la relation avec le client. Aujourd'hui, il y a un véritable problème de perception par les clients de la notion d'éthique. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que pour un acteur économique, il y a d'abord l'éthique avec les impôts, parce qu'il doit être en règle avec les impôts. C'est un droit, c'est un contrat social. Il y a énormément de boulot. Alors aujourd'hui, dans les pays où l'on fait où on a choisi de traiter la question par la loi, par les sanctions et par la raison, ça a donné les résultats que ça a donné. Aucun pays, à ma connaissance, ne l'a traité par la conscientisation, en se disant ça c'est de l'éthique. Ayez de l'éthique, qu'elle soit religieuse ou autre, vis-à-vis de votre État, de l'État qui vous abrite et de l'État qui dépense pour plus ou moins bien. Ça, il y a toujours des critiques, c'est clair. Il faut être raisonnable. Vous savez, la conscience fiscale. Mais il faut que ça commence par quelque part. La conscience fiscale existe dans beaucoup de pays. Elle est enseignée à l'école dès le départ, mais en contrepartie. Mais elle est corrélée à la fraude. Oui, mais elle est corrélée au service public et à la reddition des comptes. C'est exact aussi. Et d'ailleurs, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, les citoyens, les contribuables se disent pourquoi je vais payer l'impôt ou tout l'impôt si j'ai pas de service rendu en face. Mais il faut bien que l'on coupe le cercle vicieux quelque part. Et moi, à mon sens, on peut le couper un peu par l'éducation civique et par la responsabilisation en parallèle à une action de demande de reddition des comptes revenant à la banque. C'est un peu la même chose. Les banques, à mon sens, c'est pas pour les défendre, mais bon, je traite ce sujet-là depuis 30 ans, il leur est difficile de rentrer spontanément, allègrement, dans des projets où elles mettent tout leur argent et surtout l'argent du déposant dans des projets dont elles ne maîtrisent pas l'issue, parce que l'opérateur dans une Mudaraba est totalement, Mudaraba c'est la commandite, est totalement soyons le client financé. Soyons pragmatiques. Donc petit à petit, il faudra que ça vienne et il faudra que l'État aussi mette les garde-fous. Comme il met du contrôle fiscal et des inspections fiscales comme garde-fou pour les recettes fiscales, il devrait peut-être penser à des mécanismes dans lesquels l'entreprise qui bénéficie d'un financement bancaire participatif, c'est-à-dire par la participation au partage de profits et de pertes, puisse rendre des comptes, si ce n'est pas à la banque, à une instance donnée. Et avec des mécanismes comme ça, on pourrait peut-être un peu venir au financement participatif. Mais bon, ne jetons pas la pierre pour autant au financement de dette. Non, c'est pas ça. Mais en gros, non, moi je veux juste être très pragmatique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on nous jette l'argument en disant ok, on a des règles prudentielles, il faut que les banques gagnent de l'argent, il y a aucun souci, on a quand même un système bancaire qui est solide dans la région, faut le dire, faut le souligner, tant mieux, on est bien d'accord. Pour ne pas le déstabiliser. Pas le déstabiliser, mais on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'une économie comme la nôtre qui a eu un besoin énorme en innovation. On parle beaucoup d'innovation en ce moment. On essaye de pousser vers le haut. On n'est pas bon en innovation, quoi qu'on dise. On essaie. Aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est qu'on en parle. Donc c'est très bien. Avant, on n'en parlait pas. On a quand même pas mal innové. Bon, non mais il faut que la finance participative finance l'innovation, soit innovante et finance l'innovation. Et l'innovation vient d'où? Vient des petites entreprises, souvent des petites startups. Oui. Vous n'allez pas me dire que financer à l'échelle du secteur bancaire marocain, essayer de faire du capital risque de la Musharaka, parce que le Musharaka c'est du capital risque, c'est du vrai capital risque. Ou du capital développement dans ses meilleurs états. Est-ce que financer, même à l'échelle du Maroc, 1 millier, 2000, 3000 startups, mais même si au sein de ces 3000, on en a une dizaine
qui nous permettent de briller à l'étranger, au Maroc et d'innover, est-ce que ça va déstabiliser le système bancaire? Mais ça risque de déstabiliser les comptes des banques si ce sont des banques universelles, commerciales, qui travaillent avec l'argent des déposants. Certes, l'argent des déposants dans les banques participatives, c'est également des dépôts d'investissement qui sont eux-mêmes sujets à partage du bénéfice et du profit. Mais pour leur image, les banques ne vont jamais aligner des déficits dès les premières années parce que tous les déposants fuiraient. Donc elles vont s'engager à ce que les dépôts d'investissement des clients puissent être rentables et qu'elles distribuent quand même une partie de bénéfices assez respectable. Quand est-ce que ça sera possible de pouvoir courir le risque avec quelques start-up ou beaucoup de start-up lorsque ça sera une banque d'investissement qui s'appuie sur des fonds d'investissement à risque et pas sur les dépôts des clients. Parce qu'aujourd'hui, ces banques ont démarré avec le capital minimum imposé par la Banque centrale qui est de 200 millions. Bon, c'est vrai que certaines sont à 350, d'autres à 600. Mais je veux dire, c'est peanuts par rapport au volume de financement qu'elles vont accorder. Et ce volume viendra des dépôts d'investissement. Certes, ce sont des dépôts qui sont aussi participatifs. Mais il ne faudra pas charrier dès le départ. Il faudra quand même aligner. Charrier sans mauvais jeu de mots. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire, bon, il faut que le client soit bien traité et qu'on lui le mette un peu en confiance. Ça ne veut pas dire qu'on va tricher et distribuer de faux bénéfices aux clients, non, mais ça veut dire qu'on va veiller à ce que l'argent des déposants soit investi dans des placements relativement sûrs. Et les placements relativement sûrs sont les placements en produits de dette. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse que je ne cesse d'ouvrir depuis des années, de longues années, c'est que pour que ce soit charia compatible, il ne faut pas que le financement accordé par la banque soit à risque. Les gens pensent que si la banque ne court pas de risque, c'est que ce n'est pas halal, ce n'est pas charia compatible. C'est vrai dans les investissements. Ce n'est pas vrai dans les financements de dette. Ça veut dire que l'argument ou le critère de conformité charia à respecter lorsqu'il s'agit de murabaha, salam et ijara, c'est le financement d'un actif tangible, que l'on ne donne pas d'argent monétaire. C'est l'asset backing, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de réel. Sur un actif. Voilà. Ça, c'est le véritable argument. Le vrai argument n'est pas de courir un risque. La banque peut gagner de l'argent à travers une marge commerciale en finançant à terme un produit, et c'est tout à fait charia compatible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CSO, le Conseil supérieur de l'ulama, avec sa commission charia. Donc souvent, on peut jeter la pierre aux produits de dette, on jette la pierre aux banques en disant oui, mais bon, c'est du maquillage, il ne court pas de risque. Il n'y a pas besoin de courir de risque dans toutes les situations. Mais il suffit que l'on finance pas du vent, mais que l'on finance l'économie. Alors, je termine par un mot. La recommandation que l'on fait en tant qu'expert au pluriel aux banques, c'est non pas, se porter sur l'investissement à partage de profit et de perte, qui est l'investissement à risque, versus financement de dette. Non, c'est dans le financement de dette qui est murabaha ijara, se porter plus sur l'entreprise que sur le financement de la consommation des particuliers. Et là, on finance l'économie. Quand on finance un camion pour une entreprise, quand on finance un bâtiment industriel pour une grosse entreprise, quand on finance des matières premières, que ce soit par le salam ou par la murabaha, eh bien on finance l'économie, on finance le développement. Voilà, ça, c'est la vraie recommandation macroéconomique. C'est ça, mais en espérant que ça soit pas que de la murabaha sur des voitures à plus d'1 million de dirhams et des maisons. Mais voilà. Ça, par exemple, c'est le garde-fou à placer. Ben oui, mais ça sera à l'image de l'économie. La loi ne l'interdit pas. Bien sûr. Il faudrait que la conscience des actionnaires, l'équilibre et la vision à moyen terme et la crédibilité l'emportent, sans plus. Mais la loi, donc, n'interfère pas dans ce genre de considération. Alors, j'ai plusieurs questions très concrètes. Bon, notamment, on a parlé de la Tsakafoul et j'ai Fakhreddin qui nous dit quand aura-t-on des intermédiaires spécialisés dans l'assurance Tsakafoul? Où est-ce qu'on en est? Parce que ça, c'était vraiment la grande question. On se posait la question tout le temps dans cette émission, est-ce qu'on n'a pas mis, encore une fois, la charrue avant les bœufs? Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est le miroir de ce qui se passe dans la finance, entre guillemets, classique. Lorsque vous avez un prêt, vous avez une assurance vie et invalidité qui est adossée pour prendre le relais en cas de problème, en cas de décès ou alors en cas de défaillance du souscripteur. Là, comment ça va se passer aujourd'hui? On est en septembre 2017, des gens qui veulent avoir des financements. Comment ça va se passer de manière concrète? Bien, la charrue avant les bœufs, c'est peut-être le bon exemple. Et pour aller plus loin, c'est peut-être pas plus mal de poser la charrue, que les gens la voient
s'assurer que les roues sont prêtes à rouler, s'assurer qu'elle ne va pas casser. Et vous n'avez pas une future carrière dans la diplomatie bientôt? Donc aujourd'hui, c'est ce que font les banques. Elles montrent le produit, elles montrent la mariée. Voilà, elle est là, on vous a pas menti. Les banques ont ouvert. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur la volonté de freiner les banques, et ça, il s'est avéré qu'il n'y a aucune volonté de la part des autorités de freiner ces banques ou de les casser. Donc elles sont là. Maintenant, c'est vrai, le takafoul n'est pas les bœufs qui vont tirer la charrue, mais il est essentiel. Revenons sur le principe du financement bancaire charia conforme. Ce principe veut que les produits que offre la banque sont différents des produits conventionnels, mais la structure de la banque et les contrats sont différents. Inversement à l'assurance takafoul. L'assurance takafoul offre les mêmes produits, mais avec une structure et une institution qui est foncièrement différente. Ça veut dire qu'elle doit être mutualiste, avec des sociétaires, plutôt que commerciale, avec des actionnaires qui, disons, récoltent c'est la différence profit fondamentale entre une mutuelle et une assurance privée qui fait des bénéfices. Donc aujourd'hui, les produits d'assurance qui circulent dans le marché sont tous légaux et charia conformes. C'est la forme dans laquelle les vendent les compagnies d'assurance qui est à revoir. Autrement dit, le grief est moins grave que pour la finance, parce qu'il n'y a pas question d'intérêt, il n'y a pas question d'intérêt au sens usure, il n'y a pas question de tout cela. Il y a tout simplement le fait que les produits d'assurance aujourd'hui offerts par les sociétés conventionnelles devraient être offerts de la même forme, j'exagère juste un peu, par d'autres sociétés. Ces sociétés ne sont pas encore au rendez-vous. Donc on n'est pas en train de confectionner de nouveaux produits, on est en train de trouver les arrangements réglementaires et juridiques. C'est déjà passé, la loi est déjà passée, le décret est là, aujourd'hui il manque les circulaires, et en fait ce sont juste des arrangements de secteur. Le secteur, la profession de l'assurance aujourd'hui est presque d'accord, mais pas tout à fait d'accord, sur les produits qu'on va donner à la consommation dans le takafoul et ceux qu'on va garder pour l'assurance conventionnelle. Donc c'est des intérêts, disons, professionnels et pas du tout des questions de principe ou de règlement. Donc concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui prend un financement, imaginons, on va prendre la chose la plus facile et la plus basique, il achète un appartement à 2 millions de dirhams, il a un financement d'une banque participative, ça va lui coûter quasiment le double à peu près, d'après ce qu'on a vu dans certaines... Bon bref, peu importe, après ça sera différent. On reviendra au coût. On reviendra au coût. Moi, ça m'étonne parce qu'elle fermerait tout de suite. La personne décède. La personne décède. Dans le finance classique, l'assurance va prendre le relais, on est bien d'accord, pour couvrir le montant restant du crédit. Là, aujourd'hui, dans le cadre de la finance participative, en l'absence d'assurance takafoul, qu'est-ce qui va se passer? Vous nous répondrez après le Flash Info de 11h avec Moulad Baba dans les experts. Vous l'avez compris, on parle de finance participative. Appelez-nous 05 22 95 36 70 ou 80 ou réagissez sur la page Facebook des experts. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h09, on parle de finances participatives avec Abdelrahman Lahlou qui est directeur général de Abweb, expert en éducation formation, mais aujourd'hui expert en finances participatives. Il a ses deux casquettes et aujourd'hui on utilise cette casquette-là. 11h09 dans les experts, appelez-nous 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On va du côté de Tanger avec Abdallah. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Faisal. Bonjour Assidi. Bonjour Monsieur l'expert. Bonjour. On vous souhaite une bonne chance Monsieur Faisal pour la nouvelle saison. Merci à vous. Notre émission favorite, que j'espère très riche en sauce américaine cette année. Hein. Ah bah vous inquiétez pas, ça, ouais. on va essayer. Très bien. Alors le sujet de votre émission m'a interpellé suite à une pub que j'ai vue où j'ai entendu la radio qui parle d'une ligne droite. C'est pas un chemin droit, alors que les autres banques, c'est pas hors d'un chemin en zigzag, c'est pas, je sais pas, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par le chemin, le deux droits chemins, hein. Voilà. D'accord, je comprends l'idée qu'il y a derrière, et ça me gêne un peu. Alors, j'arrive pas à comprendre, donc passons à ma question proprement dite. Alors, les banques participatives. Alors j'arrive. Est-ce qu'ils ont apporté un plus au niveau d'investissement? Parce que il y a des banques qui ont des capitaux du Golfe, du pays de Golfe,
en existent. Est-ce que notre économie va tirer du bénéfice de cette installation, de l'ouverture de ces banques-là. D'accord. En ces temps de crise, est-ce qu'il y aura un plus pour notre économie? La deuxième question, si vous permettez, monsieur. Oui, allez-y. Est-ce que, à l'inverse, si ces capitaux originaires du Golfe, s'il y a un problème économique là-bas, c'est pas ce qui se prépare au Golfe, est-ce qu'il y a une influence sur notre économie? Et aussi parce que j'ai des amis qui attendent beaucoup, ils ont des perspectives d'achat immobilier. Est-ce qu'il y a des risques de l'immobilier? Est-ce que les gens attendent? Et le secteur immobilier, est-ce qu'il va bouger? Parce qu'il y a une stagnation, surtout chez nous à Tanger, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une activité qui va bouger et tout? Et aussi, le revers de la médaille, est-ce qu'il n'y aura pas une bulle immobilière qui peut se créer après? Et c'est tout. D'accord, ok. Alors, merci beaucoup, Serdla. Alors, juste... dans quel sens vous voulez répondre à ça? Vous voulez commencer par la fin? Vous voulez commencer par le début de ce que tu disais? Peut-être par le début. Je vais juste réagir à Khat Moustaqim. Je pense qu'on sait tous à quoi ça fait référence. Oui. Moi, je pense que si la législation de la Banque centrale et du législateur de manière générale interdit ou décommande toute référence religieuse, moi je pense que Khat Moustaqim, c'est relativement neutre, c'est peut-être évocateur, mais pas plus que la couleur verte. Bon, la couleur verte, il y a même une banque qui va s'appeler l'Akhdar, mais on ne sait pas si c'est parce qu'elle est agricole ou parce qu'elle est dans un environnement particulier. On comprend la référence. Ouais, mais bon, vous savez, moi je pense que par rapport à cela, si on en fait trop, l'excès de droit tue le droit, l'excès de précaution va tuer peut-être le marché, parce que bon, il suffit d'être intelligemment positionné dans le marché, parce que c'est quand même des personnes affinitaires à qui on s'adresse. On ne va pas s'adresser à des gens qui sont des férus, clients de la banque conventionnelle pour les reconvertir vers la banque participative. On s'adresse à des gens non bancarisés. Et on s'adresse à des gens qui pensaient et qui pensent que la banque à intérêt n'est pas faite pour eux. On s'adresse à des gens qui pensent que la banque peut s'enrichir moyennant intérêt alors que lui enregistre des pertes, etc. Oui, mais etc. on a appelé ça la finance participative pour une bonne raison et non pas la finance islamique. Ça vous gêne pas? Non, dit comme ça, oui. On aurait dit Sirat al-Mustaqim, c'est une évocation coranique claire. Mais bon, Khat Mustaqim, vous savez, quand un parti s'appelle le Parti démocrate, il n'insulte pas les autres, il ne dit pas que les autres ne le sont pas. Quand un parti s'appelle constitutionnel, ça veut pas dire que les autres sont contre la Constitution nationale. Moi, je pense qu'il faut lâcher un peu de l'est. J'ai entendu ces critiques de la part de confrères des banques, de la part d'opérateurs, mais bon, je crois qu'il faut dépasser ça. Le client, il s'attend à quoi? Il s'attend à un très bon service. Il s'attend à un coût compétitif. Tout à l'heure, vous avez dit, on entend dire que ces banques participatives vont être au double du coût. Même une banque qui est née en 2010 sous le régime ancien, complètement pénalisant sur le plan fiscal des produits alternatifs, n'est pas arrivée au double du coût. Elle était beaucoup plus chère, oui, mais jamais au double du coût. Et cette même banque, toujours dans le régime fiscal pénalisant avant, avait fait tellement d'efforts qu'ensuite c'est devenu encore plus cher, mais comparable. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Les dispositions fiscales sont encourageantes. La possibilité de financement existe parce que cette banque-là, née sous le régime des produits alternatifs, ne pouvait pas se financer directement auprès du public. Aujourd'hui, la loi bancaire permet de se financer auprès du public. Donc les coûts vont aller vers la baisse. Mieux que ça, cette banque était toute seule. Aujourd'hui, elles sont 8. Elles vont se faire concurrence et compétition pour baisser le pricing vers le bas. Donc je pense qu'il faut vraiment pas s'attendre à ce que le coût, qu'on connaît pas encore, de ces produits participatifs soit exorbitant par rapport au reste. Il sera peut-être un petit peu plus cher parce que ce sont des banques relativement petites, parce que c'est un démarrage. Le double, c'est pas exorbitant. Si vous prenez dans une banque classique, vous prenez un crédit sur 25 ans, vous payez quasiment le double. Hein. Attendez, est-ce que vous voulez dire le surcoût est le double du surcoût de la banque conventionnelle? Non, je parle, vous avez payé le double du montant initial. Voilà, du montant initial. Généralement, quand vous allez vers du 25 ans, vous n'êtes pas au double, vous êtes à 70%. Quasiment. Ça, partout. Moi, je paye ça, c'est autre chose. Moi, je paye quasiment le double. C'est totalement une notion différente. 5, et voilà. Et c'est Marwan qui est derrière, c'est pareil pour la maison. Quand vous êtes à 7 ans, 8 ans, vous payez 30% de plus. Ah bah oui, le montant initial. Quand vous êtes à 25 ans, il y a des chances.
finance, mais ça c'est autre chose. Non, ce à quoi s'attend le client, c'est que ce ne soit pas beaucoup plus cher que le financement conventionnel qu'il peut prendre à la porte d'à côté. Et ça, je pense que ça sera relativement respecté parce que le Banque Al Maghreb a mis les conditions pour que ce soit respecté. Quand vous avez 8 banques, 8 opérateurs qui se concurrencent et quand vous avez des possibilités de refinancement pas chères par rapport aux clients, aux déposants, et quand vous avez une situation fiscale à peu près égalitaire et compétitive, je pense qu'il n'y va pas trop d'inquiétude là-dessus. Maintenant, l'argent du Golfe, pour Abdallah. Oui, l'argent du Golfe. Alors lui, vous se posez la question de savoir est-ce que ça va encourager l'investissement, que venant du Golfe, ou même l'investissement local. Lorsque la loi bancaire a été rédigée, le préambule à la loi, et beaucoup de commentateurs mettait, il le disait pas aussi crûment, mais il disait que la finance participative au Maroc va permettre d'aligner une partie du système bancaire sur le système bancaire de pays, du Moyen-Orient, dans lesquels beaucoup de déposants pratiquent la banque islamique, en Arabie Saoudite par exemple. 62% des actifs bancaires sont dans le système Sharia compliant. Et donc ça va faire venir des déposants qui jusqu'ici étaient réticents. Ça a été dit entre 2013 et 2015, au moment où il n'y avait pas encore la crise du pétrole. Et les pays, c'était l'époque où les pays du Golfe ont quand même donné 5 milliards de dollars au Maroc en tant que don à l'investissement et support au développement. Aujourd'hui, la situation est différente, mais des investisseurs particuliers, privés, vont certainement continuer à être intéressés à venir au Maroc investir leur argent. En cas de ce qu'on ne souhaite pas, en cas de difficultés économiques des pays du Golfe, est-ce qu'il y a un risque de retour d'ascenseur ou de retour de boomerang? Moi, je pense que non, parce qu'une fois que l'entreprise a mis son argent dans une banque participative et a investi dans des secteurs économiques au Maroc, je veux dire, c'est des investissements intéressants, sans trop de risques. C'est une manne, comme une autre, qui permet de booster l'économie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bancarisation de larges pans de l'économie du Maroc qui n'étaient pas dans le système, qui étaient hors circuit. Même les entreprises, l'enquête dont je parlais tout à l'heure d'Abouab a montré que beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, les 800 qui ont répondu sont bancarisées. Ça veut dire qu'ils ont un compte bancaire, puisqu'ils ont une patente et un registre de commerce. Mais ils sont mal bancarisés, ils prennent pas de financement. Donc cette bancarisation qualitative qui va permettre d'augmenter le taux de bancarisation au Maroc est aussi une manne très importante. Des gens dans l'informel vont sortir dans le formel. Des gens qui n'investissaient pas vont commencer à investir. On ne sait pas combien. On a estimé tout à l'heure, à travers la lecture des chiffres, que c'était à peu près 24% de potentiel. Eh bien, écoutez, si 20% de ce montant-là, c'est-à-dire 2 ou 3% des entreprises marocaines, grâce à la finance participative, y viennent, c'est très bien. Et puis il y a aussi la mobilisation de l'épargne. Aujourd'hui, vous avez des bas de laine, vous avez des gens qui thésaurisent. C'est pas forcément sous des oreillers, mais c'est dans des coffres. Oui, mais on le sait pour d'autres raisons. Encore une fois, pour d'autres raisons. Oui, mais c'est là où la subtilité. Vous savez la subtilité dans la lecture. Oui. Quand les banques ouvriront. Vous prêtez au jeu aussi. Moi, ça me dérange le terme Mostarim pour communiquer parce que justement, vraiment le fondement et qui est très important dans le choix de la sémantique, le choix du vocabulaire, d'avoir fait le choix d'appeler ça finance participative et non finance islamique, moi me gêne aujourd'hui parce que ça peut tendre à opposer la finance classique, à diaboliser la finance classique versus la finance participative qui serait halal. Mais le mot participatif est très bienvenu. Oui, non, mais alors justement, je donne par exemple Khalid sur la page Facebook qui dit je vois déjà que la naissance de la finance participative et de manière relative aux règles de la charia est déjà douteux. Car les mêmes banques conventionnelles sont celles qui ont créé les banques participatives. C'est comme si tu allais au pèlerinage avec de l'argent sale. Moi, je vous lis la réaction de Khalid. Et au cours des émissions qu'on a fait, j'ai pas la prétention de vouloir segmenter, mais c'est quand même un petit vivier d'informations qui nous revient. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent énormément, qui veulent que ça soit à 120% de la finance, entre guillemets, ce qu'ils appellent halal et propre. D'autres qui sont à peu près dans la subtilité. Alors moi, je suis prêt à faire peut-être des concessions d'un point de vue conviction, mais il faut que le coût aussi, ça soit intéressant. Donc on peut voir. Et il y en a d'autres, il y a que le coût. Et d'autres, dans les résultats d'études, qui vont vous dire, oui, moi j'ai envie, etc., d'aller vers la finance participative pour des raisons de conviction. Mais vous savez très bien que quand on pose la question aux gens sur des notions aussi sensibles que
la religion ou des choses qui ont rapport avec la religion, vous allez avoir des réponses qui sont complètement différentes, affichées des réelles convictions qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à appréhender. Oui, absolument. Je veux dire, la vérité n'est pas dans l'une des extrêmes, elle est souvent, disons, au milieu. Vous avez des extrémistes, vous avez les premiers qui vous disent mais on n'a pas besoin de tout ça parce que de toute façon le système aujourd'hui intérêt est un système excellent, parfait, qui n'a aucun problème avec les principes religieux. Il faut qu'on y fonce tous. L'autre extrême, c'est des gens qui vous disent ouais mais bon c'est du leurre, c'est du maquillage parce que ces banques qui se disent aujourd'hui Sharia compliant ont été créées par des banques qui elles-mêmes agissent dans. Alors eux-mêmes sont extrémistes parce qu'ils vous disent c'est de l'argent sale, mais pas du tout. La charia est très claire. Il faudrait qu'on revienne tout de même aux principes de la charia qui sont édictés au Maroc par le Conseil supérieur des ulémas, qui est présidé par Sa Majesté et c'est un domaine souverain. Qu'est-ce qu'elle dit la charia dans ce cadre-là ? On va juste répéter aux gens qui nous écoutent que ce Conseil est indépendant, c'est-à-dire que c'est une particularité. Non, mais c'est une particularité marocaine. Il est indépendant des banques. Il est totalement autonome. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'argent, et là il l'a pas fabriqué, il se réfère aux règles canoniques de la religion, l'argent n'a pas de couleur. Lorsque une banque, qu'elle soit une banque à intérêt ou pas, décide en vertu d'un contrat de création de société anonyme qui est une nouvelle banque participative, de verser du capital qui est X% des 200 millions requis, eh bien c'est cet acte-là qu'il faut juger. Si cet acte-là est conforme à la charia, oui, c'est un contrat légal. Eh bien, c'est fini. On n'a pas à se soucier de l'origine des fonds. Quand vous allez manger chez quelqu'un qui vous invite, vous n'êtes pas en train de lui dire, écoutez, ce que vous m'avez servi, ça vient d'un argent que vous avez gagné légalement ou illégalement. Vous n'avez pas le droit. Et c'est ça la flexibilité dans laquelle il faut vivre. Et je veux dire, on n'est pas des gens légers, on est des gens qui se réfèrent au texte. Et ça, c'est les textes qui le disent, le CSO le prouve. Donc il y a les deux extrêmes. Mais au milieu entre ces deux extrêmes, il y a les gens, je pense, sensés, qui se disent aujourd'hui, vous avez un secteur naissant, qui a tout un corpus juridique, réglementaire, et de disposition de circulaire de Banque al-Maghreb et de Takafoul et de marché des capitaux qui est né, encourageons-le. C'est un secteur qui est aux normes, qui est charia compatible, qui est bétonné, tout autant que le secteur bancaire lui-même dont vous avez vanté tout à l'heure la stabilité. Eh bien, on y va, on a confiance. Certes, on l'a appelé participatif et pas islamique, mais si c'est un secteur, mais si le marché est affinitaire, il faut qu'on le comprenne. Affinitaire, ça veut dire que les gens y viennent par conviction et par foi. Vous n'allez pas leur faire la danse du ventre et les inviter dans un cabaret pour leur dire, écoutez, on a de très bons produits. Vous faites des évocations qui jouent sur leur corde sensible. Eh bien, c'est tout à fait normal. Quand vous voulez vendre quelque chose à une femme qui se veut, élégante, vous lui présentez les éléments de l'élégance. Vous touchez sur la fibre qui va la faire acheter. Donc, vous faites venir des gens. Je trouve ça tout à fait normal. Il suffit de rester dans les normes, édictées par la loi, voulues par Banque Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas de débordement. Et dans une bonne éthique. Ni de bigoterie. Moi, je pense que s'il y en a, c'est à la société civile et aux experts et aux observateurs de redresser ça. Et puis vous avez un gendarme vigilant qui est Banque al-Maghreb et qui ne laissera pas s'opérer des dérapages idéologiques de manière officielle. Maintenant, si vous avez des clients qui viennent s'exciter dans la presse ou dans une émission comme la vôtre pour raconter des choses, il faut tout simplement les recadrer. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin ? Ah oui, alors j'ai Nadia qui me pose cette question-là. Si la banque choisit mal la participation qu'elle fait, est-ce que je perds l'argent que j'ai déposé chez elle ? Si vous êtes la seule déposante dans cette banque et que vous avez imposé parce que la loi le permet et le prévoit, vous avez demandé à cette banque d'investir votre argent spécifiquement dans un projet et que ce projet enregistre des pertes, la banque répercute sur vous les pertes enregistrées. C'est bien le principe du dépôt d'investissement participatif. Par contre, si c'est un dépôt ouvert, dans lequel vous dites, écoutez, moi je mets mon épargne régulièrement ou je dépose un montant bloqué pour une certaine durée et je vous donne libre cours, vous en tant que banque, de l'investir dans des projets et le profit véritable et réel de ces projets va être répercuté sur l'ensemble des déposants, le panier des déposants. Eh bien dans ce cas-là, ce que va faire la banque, c'est qu'elle va faire une péréquation. Parce que certains projets seront profitables plus que d'autres, elle va faire une péréquation et c'est le taux moyen de profit qu'elle a réalisé sur ces projets qui va être distribué
entre d'abord les actionnaires, parce qu'ils mettent leur argent aussi, et les déposants. Alors en cas de vache maigre, en cas d'année de vache maigre, ce qui se passe dans les banques islamiques du Moyen-Orient, c'est que la banque, si elle veut vraiment garder une crédibilité vis-à-vis des clients, elle est autorisée à prendre sur ses bénéfices à elle pour pouvoir lisser les profits enregistrés. Mais bon, généralement, ces produits sont entre de bonnes mains. Ce sont quand même des équipes techniques qui le placent à bon escient. D'où l'idée des produits que choisissent les banques. Si elles choisissent de financer par des produits de dette qui, eux, sont sûrs, dont on connaît le résultat par avance, c'est justement pour pouvoir traiter correctement, surtout les premières années, leurs déposants. Alors, on a Abdelrahim de Fès. Bonjour Abdelrahim. Allô? Allô? Est-ce qu'on a perdu c'est Abdelrahim? Non. Oui. On vous écoute, comment ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Je vous remercie pour ce sujet, c'est intéressant. Si vous permettez, j'ai une petite question. Allez-y. Supposons une personne a demandé un crédit auprès d'une banque participative. Alors, c'est pas un crédit, c'est un financement. Ah bon, donc on donne pas un crédit. Ah ben le terme est important. Un crédit, ça implique des intérêts, alors que dans une banque participative, on parle de financement. Voilà, c'est juste un crédit, ça implique une avance monétaire aussi. Or, la banque participative ne donne pas d'avance monétaire. D'accord. On vous écoute, c'est Abdelrahim. Ok. Supposons que la banque participative a financé l'acquisition d'un logement. Oui. C'est après un certain temps, le client décide de faire un remboursement anticipé. Oui. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, est-ce qu'on va payer tout le montant restant ou bien il y a un bonus qui est offert par la banque participative? Parce qu'on sait bien que dans les banques classiques, si on veut rembourser, on est exonéré des intérêts restants. Oui, en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Alors, ça, c'est la question qui revient tout le temps, parce que elle est essentielle. Le remboursement anticipé, on le sait dans le cadre des crédits classiques, la loi de protection la loi de protection du consommateur a exonéré les pénalités entre guillemets qui étaient appliquées avant la loi de protection du consommateur lorsqu'on voulait faire un remboursement anticipé. Et surtout que dans un crédit classique, vous avez un tableau d'amortissement avec un capital restant dû et des intérêts. Or, dans le financement participatif, il n'y a pas de tableau d'amortissement. Ou alors il y en a un, mais c'est les mêmes. On prend le montant et on le divise par le nombre de mensualités. Et il n'y a rien de progressif ou de dégressif dans le. Ça se peut. Ça se peut. Pas interdit. Dans l'IJARA, par exemple, il peut y avoir des tableaux d'amortissement dégressifs avec des échéances donc progressives. Rien ne l'interdit dans Oui, mais ça ne correspond pas à un capital. Oui. Bon. Alors, ça correspond à des montants fermes puisque le contrat est ferme. Oui. Le principe initial du financement Murabaha, c'est que lorsque vous vendez un bien à votre client à 120, alors qu'il vous a coûté 100. Et donc, il y a 20 de marge. Vous répartissez les 120 sur les 12 mois. Oui. Et ça fait donc 10 par mois. C'est un contrat ferme. Vous pouvez pas, au terme donc du contrat, ou au milieu du contrat, dire oui, mais bon, si vous voulez qu'on fasse 14 mois, ça sera 140. Si vous voulez vous arrêter à 10 mois, mais ça sera que 110 au lieu de 100 ou bon, peu importe. Alors, je vais vous couper là parce que pour pas vous couper dans votre lancée, je préfère vous couper maintenant parce qu'il est 11h29. On va au Flash Info et on reviendra sur ce point qui est extrêmement important de savoir dans le cadre d'un remboursement anticipé. On n'a que la moitié de l'équation maintenant. Ouais, voilà. Donc on laisse la seconde moitié. Voilà. 11h30, le Flash Info avec Karim Droné. On revient juste après dans les experts. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts aujourd'hui, spécial finance participative avec Abdelrahman Halou qui est avec nous, que j'ai coupé en plein élan, juste avant le Flash Info. Vous continuez à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Je vous laisse continuer, puis après on a Mohamed au bout du fil. Oui, la première moitié de l'explication, c'était que le contrat de Murabaha, tout comme les autres, sont initialement fermes. C'est-à-dire le prix convenu, y compris la marge, est ferme. Fut-il décomposé en échéance. Ceci dit, dans la pratique des banques islamiques, ailleurs dans le monde, il est permis à la banque de négocier avec un client qui a le besoin de rembourser par anticipation les conditions de ce remboursement.
Et là, c'est donc à la discrétion de la banque. Aujourd'hui, au Maroc, les fuqaha ne sont pas encore exprimés littéralement là-dessus, dans les circulaires, mais je crois savoir que ça va être possible. Puisque finalement ils puissent dans les mêmes sources, c'est les sources du fiqh. Parce que dans les sources du fiqh, il y a la possibilité, selon la règle de da' wa ta'ajjal, que la banque puisse, accorder un minus, ou je veux dire un rabais sur le montant global qui est un montant ferme, moyennant la récupération de ces fonds. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Que les gens vont avoir du mal à comprendre s'ils remboursent de manière anticipée, qu'ils vont devoir payer toute la marge qui était prévue au départ. Quoi. Voilà, écoutez, mais vous savez aussi, il y a des calculs économiques à faire. Si cette marge est bien négociée et que l'argent que le client va récupérer, il peut le placer ailleurs, eh bien pourquoi pas ? Tout dépend de ce qu'offre le marché. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il va récupérer cet argent pour en faire quelque chose. S'il a la possibilité de le placer ailleurs et de continuer, de laisser couler, c'est aussi une forme d'effet de levier. Donc il faut qu'il fasse ses calculs. Ceci dit, pour fluidifier le marché et le sécuriser, il me semble que ça, c'est quelque chose qui, à l'image des pays du Moyen-Orient où il y a des banques islamiques, ça pourra être fait. Bon, on a Mohamed au bout du fil. Bonjour, c'est Mohamed. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour Monsieur Faisal, bonjour à vos invités et merci beaucoup déjà pour le retour de cette émission qui est très 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 magnifique. Merci à vous. Moi, mon intervention, c'est juste concernant est-ce qu'il y aura de la valeur ajoutée par rapport à ces banques-là de participatives, soi-disant les banques participatives, par rapport aux banques qu'on a déjà sur le Maroc. Parce que est-ce qu'il y aura de la richesse pour la citoyenneté? Parce que le principe maintenant actuel des banques classiques qu'on a déjà sur le Maroc, c'est je préfère une garantie, comment on dit normalement, c'est... désolé, j'ai perdu le terme. Non, vous parlez des garanties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les banques classiques, là, on vous demande des garanties. Exactement. Surtout, c'est sur le champ d'accompagnement des sociétés. Parce que des fois, on donne des crédits, on accorde des crédits à des sociétés qui sont déjà en difficulté. On accorde par exemple, entre parenthèses, il y a des sociétés qui ont un capital de 10 000 dirhams et qui ont un ligne de crédit de 100 000 et le patron, il roule avec une voiture de 1 200 000 ou bien 1 400 000. Ça veut dire des choses qui vraiment, ça donne pas de la richesse pour la citoyenne et ça donne pas de valeur ajoutée pour le Maroc, en tant que pays. Et c'est ça le vrai problème sur les banques. Est-ce qu'il y aura la même chose pour les banques participatives et espérons bien qu'il y aura de la valeur ajoutée pour le système bancaire marocain en plus. D'accord. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Avec plaisir. Alors, directement. Oui. Sur le plan macroéconomique, la valeur ajoutée attendue, c'est qu'une grande partie de la population non bancarisée, on s'attend à ce que elles rejoignent le circuit bancaire et donc ça fera de l'argent additionnel qui circule dans les circuits économiques et ça fera aussi des gens qui ne recourraient pas à l'investissement faute de financement qui vont y venir. Donc ça, je crois que tout le monde s'y attend et c'est très bien. Sur le plan micro, sur le plan de l'exemple que vous avez donné, il est impossible qu'une banque participative puisse donner de l'argent à un client et qu'il en fasse ce qu'il veut. Elle va lui financer un bien. Pour lui financer ce bien, il faut qu'elle s'assure de sa santé financière à lui, qu'elle s'assure de sa solvabilité. Elle va demander des garanties, certes, et elle va voir un peu l'État, et ça c'est peut-être encore plus d'éthique que il y en a aujourd'hui. Elle va s'assurer que cet investissement va dans le bon sens et dans le sens de la création de la valeur économique au niveau de cette entreprise. Elle ne pourra pas aller au-delà, parce que donc quand quelqu'un qui donne des garanties qu'il faut pour acheter un bien et qui est dans les normes du contrat Murabaha ou du contrat Ijara, elle va le faire. Mais l'idée qu'on disait tout à l'heure de s'adosser à un actif tangible est intéressante parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises étouffent sous le poids des découverts, étouffent sous le poids des facilités de caisse parce que cet argent-là, elles payent avec leurs impôts, elles payent avec une partie des salariés, on sait peut-être pas toujours où il va et c'est la fuite en avant.
alors que dans un financement participatif, on finance un bien parce qu'on s'assure quelque part que ce bien va contribuer à la création de valeur au niveau de l'entreprise. Oui, mais bon, moi je rejoins ce que dit Si Mohamed, et je le dis tout le temps dans cette émission. C'est-à-dire qu'en gros, si les banques finançaient aussi facilement des projets à 400 000, 500 000 dirhams que des voitures à 1 million 200 000 dirhams, dont on voit une quantité phénoménale à Casablanca, je citerai pas la marque, il y a un moment où on peut se poser la question sur la valeur ajoutée justement, et ça je suis d'accord avec Si Mohamed, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, est-ce qu'une banque va dire, ok, bah une bagnole c'est facile à saisir, c'est facile au cas où on ne paye pas, il y a des règles qui sont très simples, de financer une voiture à 1 million de dirhams, mais par contre financer un projet à 400 000 ou 500 000, c'est plus compliqué? Moi, je pense que le financement des particuliers diffère du financement non, là on parle des entreprises, parce que beaucoup de ces voitures sont des leasing professionnels. Bien, alors je pense que les auditeurs savent, ou du moins ceux qui sont dans les entreprises, qu'aujourd'hui, c'est le côté fiscal qui réglemente ça. Oui. Sur le plan fiscal, vous n'êtes pas aussi avantagé à acheter des voitures très coûteuses parce que le remboursement de la TVA est plafonné, la déduction des charges est plafonnée. Mais c'est là où on se pose des questions. Et bon, c'est que les gens font mal leurs calculs. Maintenant, je crois que il y a aussi du financement. Il y a aussi du financement de particuliers où on finance le luxe. Bon, il n'est pas interdit par la loi ni par les circulaires aujourd'hui de financer le luxe. Je parle pas de la loi. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle pas de la loi, d'éthique et aussi de vision, et de ce qu'on veut. Dans la société, comment on encourage l'investissement. Moi, mon souhait, et je ne vais pas au-delà, mon souhait, c'est que dans 5 ans, on constate que ces financements participatifs, qui sont censés être plus éthiques sur le plan économique, pas sur le plan de la personne des banquiers, sur le plan économique, on n'est pas disons des caricatures comme celle-ci, et qu'on ait un bilan global de l'activité des banques participatives où on a financé l'économie par un peu de participatif, c'est-à-dire un peu de partage de profits et de pertes, peut-être beaucoup de financement par dette, mais au moins que dans ce financement par dette, on ait financé des entreprises et de la création d'emplois et de la création de valeur, beaucoup plus qu'on ait financé de la simple consommation, surtout si c'est de la surconsommation. C'est mon souhait. Parce que ça commence vraiment à devenir caricatural. Il faudrait qu'on agisse absolument. Je vous cache pas, la dernière fois j'étais à un feu rouge, j'en ai vu 5 de la même marque, ce sont des voitures, il y avait devant moi à peu près 8 millions de dirhams en voiture à un feu rouge. Dans un pays comme le nôtre, voilà, on va encore me traiter de communiste, ça peut absolument pas le cas, mais à un moment on peut se poser la question du financement. Et j'ai fait ma petite enquête auprès des banques, auprès des sociétés de crédit à la consommation. Et je peux vous dire qu'il y a il y a des voitures avec des montants beaucoup plus importants qui sont financés par des crédits à la consommation. Donc il y a un moment. Le principe, c'est que le banquier, le responsable, disons le manager banquier, dans ces banques-là, ne soit pas, disons, grisé ou attiré par du chiffre d'affaires facile. Ça l'est. Parce que c'est effectivement une manne facile pour pouvoir aligner des chiffres satisfaisants au conseil d'administration et qu'ils se disent économique à part et qu'ils se disent moi je voudrais respecter le principe général sous lequel sont nées ces banques participatives, qui est un principe de contribution à la création de la valeur réelle, à de l'enrichissement de l'ensemble de la société et pas seulement aux concessionnaires automobiles. On le souhaite, et en tout cas moi je ne cesserai pas de le redire et de le dire disons dans toutes les positions qui me sont offertes. Bon, il y en a qui vont pas être très contents, mais bon. Ça reste quand même marginal. C'est impressionnant quand vous. Non, la concentration est impressionnante. Quand vous voyez 8 voitures ou 6 alignées dans un feu rouge, surtout que voilà, c'est impressionnant. Mais je veux dire, quand vous comparez ça au montant de financement de l'investissement, moi dans les chiffres de Banque Al Maghreb et ceux du HCP, je suis quand même agréablement surpris que les banques financent pas mal l'investissement par rapport à la consommation. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quand même des investissements conséquents, ceux qui vont à l'investissement dans les entreprises. Alors, j'ai Nabil qui me rappelle à l'ordre, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas répondu à la question après le Flash Info, je crois que c'était dans la première heure à 11h. Oui, de Takafoul, où je vous avais posé la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend un financement, décède, qu'est-ce qui se passe? Bien. Qui prend le relais? L'assurance vie. Il faut donc aujourd'hui, une assurance les assurances vie classiques peuvent être imposées aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le grief qu'on porte au financement à intérêt
lorsqu'on le voit du point de vue de la charia, n'a rien à voir avec le grief porté aux assurances. À la limite, une banque n'a pas de responsabilité si le client s'assure auprès d'une compagnie d'assurance conventionnelle. Seulement, dans le cadre d'un écosystème cohérent, où la loi demande à ce que tous les produits de la finance, au sens large, y compris l'assurance Takaful, soient, sous le contrôle et la conformité du Conseil supérieur des ulémas, on ne va pas autoriser, fort probablement, qu'une banque participative offre un financement Sharia compliant avec une couverture d'assurance non Sharia compliant. Donc on va attendre. Probablement, on va attendre que les premières compagnies, on nous avait annoncé le premier trimestre de 2018, soient en place. Ceci dit, théoriquement, il n'est pas interdit que la banque court le risque. Surtout que les risques lors des premières échéances sont moindres que lors des échéances du milieu ou du dernier parcours. À la limite, une banque peut faire signer un engagement à son client que au premier moment de fourniture, de disponibilité des produits Takaful sur le marché, eh bien, elle l'oblige à contracter une assurance vie pour que les échéances soient couvertes. Rien ne lui interdit de se lancer dans cela. Bon, elle peut-être... Bon, on avait parlé d'une autre alternative à laquelle je ne crois pas beaucoup, c'est que la banque puisse gérer le financement jusqu'à son terme sans assurance aucune et qu'elle court le risque moyennant un supplément de marge. Ben ça va pas être accepté par le marché, ça va pas être non plus accepté par les opérateurs parce que c'est du bricolage et c'est de l'empiètement sur le royaume de la CAPS et de la régulation du système d'assurance. Bon, c'est comme si la banque faisait elle-même son assurance. Quoi. Par contre, ce en quoi je crois, c'est que si véritablement les banques ont des opportunités de financement avec des clients solvables, mais qu'il faut couvrir par une assurance vie, c'est que elles posent cette condition parce que moi je pense que fort probablement, c'est même une certitude à mon sens, vu que c'est bien parti, les assurances Takaful seront disponibles dans quelques mois. Donc c'est un parcours un peu, disons, qui a été un peu difficile, mais il finira par aboutir. Maintenant, il y a une autre assurance qui n'est pas disponible non plus. En cas d'Ijara, c'est-à-dire l'équivalent d'un leasing, pour faire facile, la propriété du bien revient à la banque et la banque elle-même a besoin d'assurer ce bien. Elle a besoin que le client l'assure pour son compte à elle puisque c'est la propriété. Et là, il faut une assurance RC et n'est pas disponible en charia compatible. Donc là aussi, est-ce que la banque va courir un risque dans les voitures? Assurément pas. Sans jeu de mots, puisqu'on peut pas acheter une voiture en leasing et si elle est pas assurée, elle ne peut pas rouler. Donc comment on va faire? On va certainement attendre. Donc il faut deux types d'assurance. Une assurance RC pour les biens en location et une assurance vie pour les produits de dette. Très important ce volet quand même. Mais bon, aujourd'hui les banques sont encore en rodage. Elles sont encore dans la phase où elles font connaître leurs produits. On vient de lire sur la presse qu'Oumnia a annoncé qu'elle a eu 50 000 appels intéressés de clients pour ouvrir des comptes. Le président de la Banque Centrale Populaire a annoncé que ça avait déjà 100 comptes après quelques jours d'ouverture. Donc il y a un intérêt manifeste et je pense que les banques vont continuer à jouer cette phase de sensibilisation, de découverte, d'ouverture de compte en attendant que toutes les conditions soient favorables pour octroyer des financements. Alors, détail technique aussi qui revient souvent, c'est une question d'Abdelghani sur le découvert. On en parlait tout à l'heure juste hors antenne, le fameux découvert, parce que ça aussi c'est un des éléments clés dans un compte bancaire, de pouvoir passer dans le rouge, en dessous de zéro. Alors, il y a le découvert qui est bien géré par les particuliers ou les entreprises, en sachant qu'il y a une rentrée d'argent qui va arriver, etc. Bon, ça peut être c'est très utile si c'est bien géré, on est bien d'accord. Mais c'est complètement hors du principe même de la finance participative. En tout cas, j'imagine. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un découvert ou un compte dans le rouge dans une banque participative. Est-ce que ça va exister? Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Avoir, puisque la banque participative, par définition, ne donne pas de crédit. Elle ne donne pas d'avance monétaire ni de prêt.
Et le découvert, c'est une avance monétaire sur un avenir incertain. Le seul cas où elle peut faire une avance, mais en fait c'est un achat, c'est le salam. Le salam, c'est le financement ou le préfinancement de campagne. Bon, c'est pas tout à fait l'avance sur marchandise, c'est un préfinancement de campagne où une entreprise vient voir la banque en lui disant « j'ai une production en cours, qu'elle soit agricole ou industrielle, de produits manufacturés, elle va être prête dans X mois et j'ai besoin de financer mon fonds de roulement. » J'ai besoin de payer les matières premières, de payer les salariés, etc. Alors la banque achète par anticipation cette production, la paye au comptant moyennant une décote et la récupère, bon, dans le cas d'école, donc la récupère au moment de la livraison pour la revendre, mais en réalité, elle donne mandat au même client pour la vendre pour son compte et restituer l'argent de la vente. C'est le seul cas où elle peut financer le fonds de roulement. Dans les autres cas, la banque ne finance pas le fonds de roulement. Je résume ça juste pour essayer de le vulgariser d'une manière très simple. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux avoir cette avance-là, je dis dans 2 mois, je vais. Alors c'est toujours dans le principe de l'asset backing, donc il faut quelque chose de tangible. Hein, on n'est pas sur un projet. Je donne les preuves que je suis en train de produire. J'ai un produit fini. Je produis des meubles. Imaginons, par exemple, dans 2 mois, ma production est finie. Elle vaut 1 million de dirhams. Elle sera vendue à ce moment-là 1 million de dirhams. Donc la banque achète par anticipation 1 million de dirhams. D'accord, c'est sa marge. Ok. Et après, elle revend. Elle fait revendre par le client pour son compte à elle ce produit parce que c'est lui qui maîtrise les distributions. Ou alors elle opère ce qu'on appelle un salam parallèle. Mais bon, ça c'est trop compliqué. Le plus simple pour l'auditeur, c'est que cette marchandise appartient à la banque. Bien sûr, il faut qu'elle l'assure et elle la fait revendre par le client à une partie tierce, généralement le client habituel, pour récupérer ses fonds. La totalité de ces fonds, y compris la marge. Donc, alors c'est le seul cas où il y a avance monétaire, parce que les entreprises, vous le devinez bien, ont besoin de financer leur fonds de roulement. Et c'est ça, je pense que les banques devraient beaucoup agir sur le salam pour ça. Alors justement, parce que là on va rentrer dans une réalité du marché marocain, qui sont ces délais de paiement, qui sont une plaie monumentale pour l'entreprise marocaine. Là, on est en train de parler dans le meilleur des mondes pour les entreprises qui ont de la trésorerie, avec des liquidités, qui est disponible, alors qu'on sait parfaitement bien que la majorité des entreprises marocaines ont des problèmes de trésorerie dus à des délais de paiement qui sont énorme, alors que ça soit avec l'État ou que ça soit d'un point de vue privé. La loi sur les délais de paiement n'a absolument rien changé à ça, comme on l'avait annoncé, parce que c'est une double peine pour des opérateurs. Pour des opérateurs. Encore une question d'éthique. Encore une question d'éthique. Et d'application de la loi. Et donc là, il va y avoir un vrai besoin en termes de trésorerie. Il est réel, il est constant, il est quotidien. Comment ça va être réglé? Alors là, pour des entreprises qui ont un bien industriel, mais notre tissu n'est pas composé d'entreprises industrielles. Alors il y a des gens qui ont des stocks, mais il y a aussi beaucoup de services. Et le service, c'est intangible. Alors de quelle manière, quels arguments vont avancer les banques participatives pour répondre à ce besoin-là, qui est essentiel? Pour les services, la même question se pose dans des contrats beaucoup plus fréquents et volumineux, qui sont les contrats de Murabaha. Est-ce qu'on peut vendre, et est-ce qu'on peut financer par la Murabaha des services de santé, des services d'éducation, des services de transport? Parce que le principe de la Murabaha, c'est d'acheter sur ordre du client un bien, le payer au fournisseur comptant et installer un échéancier de remboursement par le client. C'est un bien tangible, à la limite, quand c'est un actif, on peut le saisir, on peut le revendre, etc. Quand c'est des services, c'est un peu plus difficile. Donc la question se pose aujourd'hui dans les normes de l'AOFI, qui sont les normes, la référence, disons, pour la majorité des pays, c'est permis de faire de la murabaha sur des services, parce qu'on vend en fait l'utilité. Et donc ce même problème va se poser aussi pour le salam. Quand on veut faire financer son fonds de roulement alors que c'est un service qu'on vend, il faut pouvoir assurer que dans 1 mois ou dans 6 mois, on va vendre tant de places d'avion ou tant de places éducatives et que c'est là-dessus que va porter la question du salam. Les circulaires relatives au salam ne sont pas rentrées dans ce détail, mais ça va absolument venir avec la pratique. Par contre, il y a un autre problème économique, lui, qui est lié à ce que vous disiez tout à l'heure. Quand je fais une opération salam et quand je me fais financer par la banque et que arrive le moment de la livraison, ceci fait l'hypothèse que le jour de la livraison, je me fais payer comptant par mon client pour pouvoir rembourser la banque. Si mon client demande ces traditionnels 90 jours qui deviennent facilement 100 et 120 jours, comment je fais? C'est ça.
Et donc j'installe encore une murabaha pour pouvoir financer le salam. Ça va être assez compliqué de s'adapter à la réalité un peu tordue de notre système commercial et d'échanges commerciaux au Maroc. Et là encore, quand les lois s'appliquent pas, les choses deviennent compliquées. Et oui, bah voilà. Mais on avance. Non, mais moi, je souhaite beaucoup de courage aux banquiers qui vont s'installer sur ce marché-là. Il va y avoir des montages et des péripéties financières qui vont être quand même pas mal. À la guerre comme à la guerre. Ouais, bon courage à toute l'ingénierie, à tous les ingénieurs en finance. L'ingénierie aujourd'hui est faite. C'est-à-dire il faudra la parfaire un petit peu pour s'adapter au contexte. Mais c'est surtout, est-ce que ça ne va pas confiner les banques à se retrancher dans les produits les plus sûrs et avec les clients les plus sûrs. Sur les mêmes. Est-ce que ça va tourner entre les mêmes personnes ? Vous savez, un système financier n'a pas d'autonomie totale. Il ne fait que refléter l'état de l'économie. Ah, mais il ne fait que servir une économie. Quand l'économie, avec ses règles et ses démarches, est incomplète, avec un code de commerce mal appliqué et un code pénal mal appliqué, eh bien cette finance ne